Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un texte qui raconte une véritable saga économique et politique au Sénégal. Oui, le point de départ, c'est un chiffre, 450 000. C'est le nombre de tonnes d'arachides que la Sonacos, la grande société nationale, doit collecter. Et ce chiffre, en réalité, c'est bien plus qu'un simple objectif de production. Ah oui, c'est le symbole d'une lutte pour la survie. C'est exactement ça. L'auteur nous invite vraiment à regarder derrière ce nombre pour voir les vrais enjeux. Et ils sont immenses. On parle de quoi concrètement? On parle de la survie d'une entreprise publique majeure, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, de celle de centaines de milliers de producteurs. Et même au-delà, l'auteur pose la question de la souveraineté alimentaire de tout un pays. Donc ce chiffre de 450 000 tonnes, ça devient une sorte de baromètre d'une ambition nationale. Voilà, tout à fait. C'est ça qui est passionnant. On va donc explorer ça ensemble. On va voir comment cette question de survie, très immédiate, est liée à un concept bien plus vaste, celui de la souveraineté. On verra aussi comment les décisions politiques d'aujourd'hui, elles se heurtent à des forces économiques qui sont assez redoutables. Et enfin, la solution, la voie d'avenir que l'auteur esquisse pour cette filière. Alors, commençons par le commencement, cette idée de survie. Le texte est très direct, il dit la Sonacos joue tout simplement sa survie. Les producteurs aussi. Oui, et il faut bien comprendre que c'est une survie à double détente, si on veut. C'est-à-dire, D'un côté, il y a la survie industrielle de la Sonacos. C'est une machine, elle a besoin de matières premières pour tourner. Sans ces 450 000 tonnes, les usines sont à l'arrêt ou elles tournent au ralenti. et donc les emplois sont menacés, tout le modèle s'effondre. Exactement. C'est une question de viabilité pure et simple. Ça, c'est le côté, disons, bilan comptable de l'affaire. Mais l'autre aspect est sans doute encore plus crucial. Beaucoup plus. C'est la survie des exploitants familiaux. Pour eux, la Sonacos, ce n'est pas juste un client. Non, c'est le client, le principal. C'est souvent l'acheteur principal, oui, celui qui garantit un prix et un débouché pour le travail de toute une année. Si ce maillon saute, ce sont des milliers de familles qui se retrouvent sans revenus. À la merci des intermédiaires. Voilà. Ou de la volatilité des marchés. C'est un véritable drame social et humain. Et c'est là que l'auteur fait le lien entre ces deux survies, celle de l'entreprise et celle des gens. Et il connecte ça à un concept qu'il écrit en lettres capitales, comme pour pour vraiment insister. Souveraineté alimentaire endogène. Ça sonne très fort. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ce contexte? Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment le choix des mots. L'auteur ne parle pas juste de sécurité alimentaire, ce qui veut dire avoir assez à manger, Non, il parle de souveraineté, de souveraineté, ce qui implique la maîtrise. le contrôle. Et il ajoute endogène, c'est-à-dire qui vient de l'intérieur. Donc l'idée, c'est que le Sénégal puisse piloter lui-même ses filières stratégiques. C'est ça, décider de sa politique de prix, s'assurer que la richesse créée par son agriculture, eh bien, elle reste dans le pays et elle profite à ses citoyens. Pour l'arachide, ça veut dire maîtriser toute la chaîne. De la graine jusqu'à l'huile dans l'aube du pays, exactement. Ne pas être juste un producteur de matières premières pour le marché mondial. C'est une ambition énorme, surtout quand on lit la suite du texte, qui nous rappelle que la Sonacos traîne un passé, pour le moins complexe. C'est le moins qu'on puisse dire. L'auteur l'a décrit à la fois comme un instrument de clientélisme politique et, en même temps, comme le plus grand programme social du monde paysan. Comment une même entité peut être les deux à la fois? C'est un paradoxe total? Mais c'est le nœud du problème. Toute l'histoire de la Sonacos, elle est contenue dans cette contradiction. D'accord. D'un côté, le clientélisme politique, c'est l'aspect sombre, une entreprise d'État où les décisions n'étaient pas toujours prises pour des raisons économiques. Mais plutôt pour des logiques électorales? Pour placer des alliés, récompenser des fidélités? C'est ça, l'instrumentalisation politique classique. Une sorte de caisse noire et d'agence pour l'emploi pour le parti au pouvoir, en somme. On peut l'imaginer comme ça, oui. Mais en même temps, et c'est ça qui est fou, cette même machine était un filet de sécurité sociale indispensable. Comment ça? En achetant les récoltes à un prix garanti, elle protégeait des centaines de milliers de familles des aléas du marché. Elle assurait un revenu minimum, elle absorbait les chocs, Elle joue un rôle d'amortisseur social, en fait. un rôle que personne d'autre ne pouvait ou ne voulait jouer. Et ce double héritage, outil de pouvoir et bouclier social, c'est ce qui explique pourquoi c'est si difficile et si crucial de la réformer aujourd'hui. Attendez, si je vous suis bien, pour sortir de ça, le nouveau pouvoir semble faire un choix très tranché.
Le texte cite le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui qualifie le prix aux producteurs de prix politique. Oui. Ce mot « politique », il n'est pas choisi au hasard. J'ai l'impression que c'est une véritable déclaration de principe. C'est absolument une déclaration de principe. C'est même le cœur de la nouvelle doctrine. Dire que le prix est politique, c'est assumer publiquement qu'il n'est pas le fruit d'une négociation technique. Basé sur les cours mondiaux de l'huile à Rotterdam. Voilà. C'est dire, nous, l'État, on décide souverainement de la valeur qu'on accorde au travail de nos paysans. Indépendamment des fluctuations extérieures, c'est un acte d'affirmation. Mais est-ce que ça ne revient pas à nier la réalité économique? Un critique pourrait dire qu'un prix politique, c'est juste un joli mot pour une subvention inefficace qui fausse le marché C'est une objection possible, oui. et qui rend la filière moins compétitive à long terme. Est-ce que le texte aborde ça? Indirectement, oui, car l'auteur lie immédiatement ce prix politique à la vision souverainiste du gouvernement. Et dans cette vision, la compétitivité à court terme, ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif, c'est quoi alors? C'est la résilience et le contrôle à long terme. C'est un acte souverainiste parce qu'il fait primer la décision politique nationale sur les mécanismes de marché globaux. Donc l'État ne se voit plus comme un simple arbitre. Non, il se voit comme un stratège. Le prix devient un outil, non pas pour s'adapter au marché, mais pour modeler la société, pour maintenir un tissu social rural, pour garantir une juste rémunération, pour renforcer l'indépendance du pays. C'est un renversement complet de perspective. D'accord? Donc, on a d'un côté cette vision étatique, souverainiste, qui veut reprendre le contrôle. Mais le texte la met tout de suite en opposition avec une autre force. Et il utilise des mots très forts. Il parle d'un risque d'hypothéquer durablement l'avenir des exploitants familiaux au profit des agro-industriels. Oui, on sent une véritable angoisse. Et elle est illustrée par quoi, cette angoisse? Elle est illustrée par un exemple très précis, l'inauguration d'une nouvelle raffinerie, Mavamar, du groupe Sénégandia. Pour l'auteur, ce n'est pas juste une bonne nouvelle économique, ce n'est pas juste une usine de plus. Non. Il y voit les prémices d'un danger bien plus vaste. Pourtant, à première vue, une nouvelle raffinerie, ça veut dire de l'investissement, des emplois, de la technologie. Pourquoi l'auteur y voit le début d'un scénario catastrophe? Parce que l'auteur ne voit pas une usine, il voit un modèle, un playbook qui risque de se répéter. C'est-à-dire? Le texte fait un parallèle avec ce qui s'est passé dans la filière de la pomme de terre, où un grand groupe a fini par dominer tout le secteur. Ah, d'accord. En lui-même. C'est le déséquilibre des forces. Un géant agro-industriel, avec sa puissance d'achat, sa capacité de stockage, son influence, peut imposer ses conditions à des milliers de petits producteurs qui sont, eux, complètement atomisés. C'est David contre Goliath. Et l'auteur craint que Goliath ne finisse par tout contrôler. Voilà. Et le véritable enjeu économique derrière cette lutte de pouvoir, c'est ce que le texte appelle la captation de la valeur ajoutée par des firmes agro-industrielles étrangères. C'est une formule un peu technique, mais l'idée derrière, elle est dévastatrice. C'est le cœur du problème. La valeur ajoutée, c'est la richesse qui est créée à chaque fois qu'on transforme le produit. D'accord. L'arachide en coque a une certaine valeur. Une fois décortiquée, elle a plus de valeur. Transformée en huile brute, encore plus. Et raffinée, embouteillée, mise en rayon, c'est là que la valeur est maximale. Exactement. Et la question cruciale, c'est qui empoche cette plus-value à chaque étape? C'est comme si le Sénégal faisait le plus dur, le travail de la terre, pour produire la matière première, mais que le gros du profit, celui qui vient de la transformation finale, partait à l'étranger. C'est ça, la richesse fuit le pays. Le texte utilise une image très forte, un transfert net de la production brute hors du circuit économique national. C'est une façon élégante de dire que la valeur s'échappe. Le pays se vide de sa propre substance économique. En quelque sorte, oui. C'est pour ça que le contrôle de la transformation, et notamment du raffinage, est un enjeu aussi stratégique. Alors, après avoir posé ce diagnostic assez sombre, qui met en scène un État volontariste face à des géants industriels, est-ce que l'auteur nous laisse dans cette impasse, ou est-ce qu'il propose une issue? Heureusement non, le texte ne se contente pas de critiquer. Il propose une véritable feuille de route. Ah, Et au centre de cette stratégie, il y a une Sonacos non pas juste réparée, mais complètement réinventée. L'idée est de la transformer en un acteur majeur, un vrai champion national. capable d'intervenir sur toute la ligne de front, donc. Exactement. D'accord. Et comment? Le texte décrit une stratégie en 3 points, 3 rôles. Le premier, c'est exportateur d'arachide.
Ça peut paraître bizarre, on vient de dire que la valeur est dans la transformation. Pourquoi exporter la matière brute? C'est un mouvement tactique. L'auteur explique que cela permettrait de porter le coup de grâce à la mafia de l'arachide et ses intermédiaires. Comment ça? En devenant un exportateur officiel et puissant, la Sonacos, contrôlée par l'État, peut assécher le marché parallèle. Elle peut court-circuiter tous ces réseaux d'opérateurs privés, souvent informels. Exact. Qui achète à bas prix aux paysans et exporte sans que le pays en tire vraiment bénéfice? C'est exactement ça. C'est une façon de nettoyer le marché à la base. D'accord, c'est une manœuvre de contrôle. Le deuxième axe, c'est que la Sonacos devienne exportateur d'huile brute. Là, on monte d'un cran. Oui. Et là, la logique est avant tout économique. C'est pour la survie et la solidité de l'entreprise elle-même. Exporter de l'huile brute, qui a beaucoup plus de valeur que la graine, ça permet de générer des revenus conséquents, en devises. C'est le carburant qui fait tourner la machine. Voilà. Pour que la Sonacos puisse jouer son rôle social et stratégique, il faut d'abord qu'elle soit une entreprise rentable, solide, financièrement. C'est le volet pragmatique de la stratégie. Ça a du sens. Il faut qu'elle gagne son propre argent sur le marché mondial pour pouvoir protéger le marché local. Et ça nous amène au troisième et dernier rôle, le plus stratégique peut-être, producteur d'huile raffinée. C'est le point culminant du plan. Et l'intention ici est très subtile. Le but n'est pas de créer un monopole d'État qui écrase tout. Non. Au contraire, le but est de protéger et sécuriser les unités de décortiquage et de transformation artisanale d'huile. Comment? En ayant sa propre capacité de raffinage, la Sonacos devient un contre-pouvoir. Elle empêche un acteur privé comme Mavamar de devenir hégémonique et de dicter ses lois. Et mieux encore. Mieux encore, elle peut devenir un partenaire pour les milliers de petites huilleries artisanales, celles qui peuvent produire de l'huile brute mais qui n'ont pas la technologie pour la raffiner. La Sonacos leur offrirait un débouché. Donc si je résume, cette vision, ce n'est pas juste une liste de 3 tâches. C'est une stratégie complètement intégrée. Tout à fait. L'auteur imagine la Sonacos comme une sorte de bouclier national. Sur un front, elle combat la mafia en contrôlant les exportations de graines. Oui. Sur un autre, elle assure sa propre trésorerie en vendant de l'huile brute sur le marché mondial. Et sur le front intérieur, elle utilise sa puissance pour protéger les plus petits, les artisans, de la prédation des grands groupes. C'est une guerre sur 3 fronts pour le contrôle de la filière. Vous avez parfaitement résumé. C'est une excellente synthèse. Ce n'est plus la vieille Sonacos gestionnaire. C'est une Sonacos stratège, un instrument de politique industrielle. L'outil central de la souveraineté alimentaire. Le texte la positionne comme le seul acteur capable d'aligner tous les intérêts. Les intérêts des paysans, les besoins de l'économie et la protection du tissu artisanal. C'est ça. C'est fascinant de voir comment, en partant d'un simple objectif de collecte de 450 000 tonnes, on est arrivé au cœur d'une bataille pour l'avenir économique et social du Sénégal. Oui, le cheminement est très clair dans le texte. On a vu le lien vital entre la survie de la Sonacos et la souveraineté, puis la tension entre cette vision politique forte et la menace de l'agro-industrie mondiale, pour enfin aboutir à cette proposition d'une Sonacos championne nationale. Oui, le texte dessine une feuille de route qui est à la fois ambitieuse, cohérente et très claire. C'est un véritable projet politique pour une filière. C'est une vision très forte, en effet. Mais elle laisse une question en suspens. Une question assez vertigineuse, en fait. Absolument. Et c'est une question qui nous ramène directement au tout début de notre discussion. Ah oui, hein. Le texte positionne cette nouvelle Sonacos, puissante et intégrée, comme la solution, comme le rempart. Mais il nous a aussi rappelé que cette même entreprise a été pendant des décennies un instrument de clientélisme politique. On y revient. Alors, la question qui se pose, c'est la suivante. Comment s'assurer que cette entité, une fois qu'on lui aura redonné tant de pouvoir, une fois qu'elle sera redevenue cet outil stratégique de l'État, comment s'assurer qu'elle échappe à ces vieux démons? C'est la question 1 million. En concentrant autant de pouvoir économique et politique dans une seule entité, même avec les meilleures intentions souverainistes du monde, ne prend-on pas le risque de recréer les conditions de la politisation, du favoritisme? Et de nouveaux déséquilibres de pouvoir qui, au final, pourraient se retourner contre les producteurs qu'elle est censée protéger. Exactement. Le remède ne risque-t-il pas à terme de ressembler à la maladie,